propose de démarrer notre conseil avec des excuses des pouvoirs de René Maratier pour Pierre Martin, Jean-Pierre Boguet pour Christophe Motquet, Samy Veillard pour Laurent Huget et Jean-François Girard pour moi-même. Alors en même temps je fais l'appel. Je suis présent, Laurent Huget, Bernard Leclerc, présent. Béatrice Paulin, Samy Veillard Pouvoir, René Maratier Pouvoir, Jean-Claude Pénicaud, présent. Merci aux grèves. Jean-François Girard, Pouvoir. Christophe, présent, avec Pouvoir. Cyril, je n'ai pas vu dire, alors je n'ai pas de pouvoir pour Cyril. Cyril absent. Michel Verreken, Pierre Martin, présent, avec pouvoir. Jean-Pierre Boguet, excusé. Daniel Descrivert, et Françoise Beunier. Merci. Je vous propose d'ajouter une délibération et d'en retirer une. Je propose d'ajouter un rapport que nous présentera Bernard sur les travaux d'accueil et de mise en sécurité du public sur le parcours sportif parcelle 52 en forêt domaniale de Langeville, sur la commune de La Faute. Vous avez peut-être vu qu'on a des rubalines, je dois la voir ici. Il y en a plus beaucoup. Je suis passé tout à l'heure, c'est parti avec le vent. Oui, non, mais on a des problèmes de sécurité, donc il faut qu'on fasse démonter ces équipements sportifs qui sont datés et qu'il faut enlever pour ne pas avoir de problème. Et comme on est sur l'ONF, c'est l'ONF qui en date. D'où cette délibération. Je vous propose de retirer, donc d'ajouter cette délibération et de retirer le vote des subventions différents organismes et associations. Il me manque deux points importants sur des associations qui pèsent un peu en charge. Et je propose de reporter ça. Alors en même temps, j'étais avec Michel Verreken, Bernard Leclerc, Laurent Huget tout à l'heure en commission d'appel d'offres. Je vous demande de noter si tout va bien. Un conseil municipal le 18 mai à 18h parce que nous serions à ce moment-là prêts, nous l'espérons, on vous le dira puisqu'on sort d'une commission d'appel d'offres avec les trois collègues que je viens de citer, nous espérons être en situation de délibérer pour le choix des entreprises lauréates sur les jeux du parc. Donc comme on est dans un compte à rebours infernal sur ce projet, je préfère qu'on se tienne au plus près des délais. Donc on ferait une commission d'appel d'offres en fait avant le conseil municipal et un conseil municipal de 18 à 18h. Voilà. Et on rajouterait les délibérations qu'on n'a pas pu prendre aujourd'hui. Daniel, tu fais notre secrétariat, je t'en remercie. Et Laurent, je t'invite à lire le compte rendu du sommaire de la réunion du conseil municipal du lundi 12 mars 2018. Et nous avions voté les comptes de gestion et les comptes administratifs pour la commune. Section de fonctionnement, un excédent de 408 658,66 €. Pour la section d'investissement, un excédent de 18 000 1,47 €. Pour un résultat global de l'exercice 2017 de 426 660,13 €. Pour le port, une section de fonctionnement en excédent de 15 094,16 €. Une section d'investissement par un excédent de 182 826,38 €, pour un revenu global de l'exercice 2017 de 197 920,54 €. Puis pour le golf, une section de fonctionnement en déficit de 72 208,18 €, une section d'investissement en excédent de 192 522,50 € et un résultat global de l'exercice 2017 de 119 314,32 €. Pour le lotissement, le résultat global de l'exercice 2017 est de 0 €. Nous avons affecté les résultats aux différents budgets. La commune, 443 658,66 € en recettes d'investissement,
Pour le port, un déficit de 79 582,48 € en dépenses de fonctionnement. Pour le golf, une dépense de 73 208 € en dépenses de fonctionnement. Et pour le lotissement, un déficit de 9 535,52 € en dépenses de fonctionnement. Nous avons voté les budgets primitifs 2018 en équilibre comme suit. Pour la commune, une section de fonctionnement à 2 696 259 000 €. Excusez-moi, de 2 696 259 € et une section d'investissement de 7 534 320 €. Pour le port, une section de fonctionnement pour un montant de 272 011,32 € et une section d'investissement de 4 315 466,91 €. Pour le golf, une section de fonctionnement de 178 758 758 € et 45 centimes. Il y en a qui suivent, merci. Et une section d'investissement d'1 214 554 €. Pour le lotissement, section de fonctionnement 292 490 € et 0,2 centimes. Et une section d'investissement à 565 905 €. Nous avons aussi procédé à la mise à jour des plans de financement pour les demandes de subventions relatives aux travaux d'amélioration énergétique de l'école et du restaurant scolaire, ainsi que pour l'aménagement des plages et des bâtiments de plage. Nous avons fixé le montant de la redevance annuelle de la NAV pour l'occupation temporaire au port à 7 725 € et fixé le montant du gardiennage de cette partie du port à 1 969 € et 45 centimes pour l'année 2018. Un tarif exceptionnel suite à un trop perçu de la collectivité sur l'année 2017. Nous avons accepté le projet de convention de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral pour la création d'un service commun, balayage mécanique des voiries, et autorisé le maire à signer la convention d'adhésion. Nous avons émis un avis favorable de principe à la proposition de la SPL Sud-Vendée Littoral Tourisme d'implanter une webcam sur les sites de la Rade d'Amour et de la plage des Belugas. Donc c'est 2 webcams. Et décidé de solliciter une aide auprès de la région Pays de la Loire dans le cadre du Fonds de développement culturel territorial à hauteur de 30% du montant global du projet. Nous avons aussi entendu diverses informations relatives à Nous avons décidé à l'unanimité de voter une motion contre l'arrêté départemental interdisant aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes, sauf les cars scolaires, d'emprunter le pont situé entre la commune de l'Aiguillon et de la Faute-sur-Mer. Et puis nous avons évoqué le fait qu'il y avait un manque de signalétique du port de Plaisance depuis la route de la Pointe d'Arcet, et nous disions qu'il était à vérifier. Voilà ce que nous avons fait, monsieur le maire, la fois dernière. Merci. Des questions? Pas de questions, pas d'abstention, pas de vote contraire. Le compte rendu est adopté. Je vous soumets la signature. Merci. Alors, on commence donc nos délibérations. La première vise à voter les taux des taxes directes locales. Bon, nous avons voté le budget un peu plus tôt que d'habitude, 3 semaines plus tôt. Et nous n'avions pas ce fameux état qui s'appelle l'état de notification des taux d'imposition, qui est en fait un calcul qui est fait par les services fiscaux et que la préfecture nous adresse. Alors je vous rappelle qu'on a voté dans notre budget primitif un produit, on appelle ça le produit attendu, à 954 254, et nous l'avons reçu, ça c'était la semaine dernière, l'état de notification qui, en maintenant les taux, donc sans augmentation de la fiscalité, il faut le dire avec force, produit 970 480, soit un gain d'environ 16 000 € par rapport à nos prévisions. Donc ça veut dire qu'on a été pas mal dans les prévisions du BP, on avait bien visé, et ça veut dire qu'il y a un petit gain, mais qui est faible parce que j'ai, en faisant le courrier tout à l'heure, comptabilisé un retrait de 4 000 € de la dotation globale de fonctionnement. Donc vous voyez, on est déjà, quand je dis 4 000 en consolidant les différentes DGF, on est déjà dans une balance autour de 10 à 12 000 € de mieux dans nos états de notification. Donc je vous propose de voter ce rapport, donc de fixer les taux des taxes directes locales pour l'année 2018. Donc la taxe d'habitation, alors j'en dis juste un mot parce que j'ai reçu vendredi, en même temps l'État nous demandait de voter le budget avant le 15 avril.
Mais je n'ai pas eu le temps ce week-end, c'est dommage, mais j'en ai fait une copie d'ailleurs à Bernard qui aime ça. Il y a une circulaire d'une vingtaine de pages sur la taxe d'habitation, parce que vous savez qu'elle est en train de changer de destination. Donc je n'ai pas fait l'analyse de détail, mais en tout cas, pour cette année, on sait que 80% des contribuables en moyenne ne payeront plus la taxe d'habitation, qu'elle sera payée par compensation par l'État. Et donc en ce qui nous concerne, vous le voyez, le produit attendu ne change pas. Mais il y a toujours, le diable se cache dans les détails, donc il faudra qu'on soit très attentif pour savoir quelles sont les perspectives dans ce domaine. Et je vous propose, lorsqu'on aura eu le temps d'intégrer ces 20 pages d'informations fiscales, de regarder le sujet à nouveau ensemble, peut-être dans une commission des finances ou dans un conseil municipal, pour regarder les futurs équilibres de la fiscalité des communes touristiques. Puisque la taxe d'habitation a vocation à disparaître, à être compensée pour le moment à 100% par l'État, mais en même temps elle est plus dynamique. Vous avez compris que quand on crée une nouvelle zone, la taxe d'habitation ne viendra pas alimenter les caisses communales. Donc on a à regarder de près ce que j'appelle le duo, suppression de la taxe d'habitation, taxe de séjour. Parce qu'on a quand même une force qui est représentée par la fiscalité indirecte prélevée sur les touristes. Voilà. Alors pour autant, je vous propose de maintenir nos taux. Taxe d'habitation 9,44%, foncier bâti 15,17%, foncier non bâti 42,13%. Voilà, chers collègues. Ça rentre, oui. Mais la taxe d'habitation ne va pas jouer en ligne de compte sur les résidences secondaires. C'est que sur la résidence principale. Alors, c'est quand même quelque chose qu'il faut que je regarde dans je disais qu'il y a parfois de la malice. C'est que j'attends de voir le statut de la taxe d'habitation payée par les résidents secondaires. Et il y a peut-être sur cette question des choses à regarder de près. Parce que la particularité de notre commune, c'est la puissance. 80% je disais 85%, c'est un chiffre facile à mémoriser avant les INTA, 80% aujourd'hui sont des contribuables de résidence secondaire. Alors, je vous parle de GEMAPI, c'est un impact puissant chez nous. Donc c'est pour ça que je regardais de près le sort réservé à la taxe d'habitation des résidences secondaires. Parce que je pense qu'elle n'est pas soumise au même régime que la taxe d'habitation des résidences principales. J'ai posé la question au payeur que j'ai vu il y a 15 jours, il n'avait pas la réponse. Mais non, mais c'est compliqué parce que tous les réglages ne sont pas opérés à Paris. Alors, ils ont intégré les 80%, c'est dans le budget de l'État, mais les atterrissages à venir ne sont pas définitifs. Non, c'est bon, c'est la question. Ça m'avait choqué pareil. Soyons vigilants. Pas de vote contraire, pas d'abstention, nous avons donc les taxes directes locales de la commune. Une petite décision modificative sur le budget du port, Laurent. Oui, c'est suite à un appromptement au port qui a été facturé à tort en 2017. C'est juste une écriture afin de régulariser par un mandat l'article 673 qui viendra apurer la dette du tiers concerné. Il convient donc d'augmenter les crédits de 600 €, là où on avait créé une charge. Il y a juste ça, en fait, c'est quoi? On avait accordé un tarif au prorata temporis temps utilisé. En fait, on l'a accepté, on a quand même facturé plein pot, alors que le monsieur nous a rendu la place et qu'on l'a loué. Donc on n'était pas très, très bien. Donc voilà, on rend les choses propres en faisant ce jeu d'écriture. Voilà. Merci. Pas de questions, pas d'abstention, pas de contraire. Ce rapport est adopté. Alors, personnel saisonnier, là aussi on essaie de s'y prendre un peu à l'avance. Chaque année, vous le savez, on recrute du personnel complémentaire pour faire face aux préparatifs et aux besoins de la saison. Je vous propose donc de créer un poste d'adjoint technique pour le nettoyage des plages et l'entretien général de la commune et des animations pour 2 mois. Un aide-moniteur pour l'école de char à voile pour 2 mois.
un éducateur sportif pour l'apprentissage de la natation pour 2 mois, avec une particularité, Bernard, tu reviendras peut-être dessus. Voilà. Donc je te laisserai le soin d'en dire un mot. 9 surveillants de plage, nageurs sauveteurs pour 2 mois pour surveiller nos plages. On nous annonce le même nombre de CRS que l'an dernier. 2 agents techniques pour l'entretien général de la commune, que ce soit l'équipe des ateliers, le port, les plages, pour 5 mois. 2 adjoints techniques pour l'entretien général de la commune pour 2 mois sur la même échelle. Un adjoint technique pour la mise en œuvre des moyens techniques des animations estivales pour 2 mois et un animateur technicien pour le pilotage des animations estivales pour 2 mois également, pour permettre à Bernard, qui a beaucoup bossé sur la préparation de la saison, de la vivre avec un peu de repos et de retraite. Même si, on le sait, il sera très présent. Voilà donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 postes, plus les 9 surveillants de plage. Si on veut se résumer. Bernard, tu nous dis un mot sur l'éducateur sportif pour l'apprentissage de natation? Oui, je peux vous donner un petit mot. Donc, depuis 3 ans, on a une association qui s'appelle Acte Aventure qui gérait l'école de natation et l'accueil des enfants dans des conditions qui sont un peu difficiles, il faut bien le reconnaître, en particulier pour l'accueil des enfants. Parce que quand on accueille une dizaine d'enfants de 4 ans à 10 ans, c'est compliqué de faire du bon travail. Jusqu'aux dernières nouvelles, ils étaient prêts à repartir, mais ils nous ont écrit il y a 8 jours en nous disant qu'ils veulent plus continuer l'aventure. Donc ce qu'on a proposé aux membres du bureau municipal, c'est de reprendre au moins la partie école de natation qui semble quand même importante pour la Faute-sur-Mer. Avec cette incertitude, c'est que est-ce que au mois d'avril, on va trouver quelqu'un qui a un diplôme suffisant pour pouvoir tenir l'école de natation. C'est pas sûr, donc on ouvre le poste, bien sûr, je crois qu'il faut le faire, mais c'est pas sûr que ça soit fructueux, comme on a vu tout à l'heure. Si quelqu'un se présente et a le diplôme nécessaire, on le prendra et on ouvrira l'école de natation. Si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas faire face à ce service. Voilà. Il faut rappeler que l'équipement est un équipement municipal qu'on installait, que l'équipe des ateliers installait et retirait. Donc on préfère lancer la consultation tout de suite. Voilà pour ces postes conformes à ce qu'on faisait classiquement, nonobstant cette question de l'éducateur sportif. Des questions? Pas d'abstention, pas de vote contraire. Au travail pour le recrutement, Jean-François et Nathalie. Alors, Bernard, je te laisse le soin de présenter les travaux d'accueil de mise en sécurité du public que je viens de te passer. Oui, bien sûr. Donc, déjà l'année dernière, quand on a fait le tour de la forêt avec l'ONF, on a mis au point quelques travaux, on avait déjà enlevé 2 éléments du parcours sportif. Par répercussion, je pense que ça a mis la puce à l'oreille de l'ONF, et l'ONF a fait intervenir l'APAV sur le parcours sportif, qui est vieillissant, il faut le reconnaître, qui est plus aux normes du tout, enfin il n'y a rien qui va. D'ailleurs, je ne suis pas passé dans la forêt, mais je crois que l'ONF a entouré tous les éléments sportifs d'un ruban rouge. Pas très beau d'ailleurs. C'est pas possible. Et Pierre, tu disais que c'était envolé. C'est envolé, il y a milieu tellement propice. En tous les cas, c'est pas joli. En tous les cas, il n'était pas dans notre intention de refaire le parcours sportif, et puis même on y ferait la face là en quelques jours. Donc l'ONF nous a fait un programme de travaux, et il faut bien comprendre encore une fois que l'ONF, quand elle intervient sur son domaine, facture les prestations. Donc ils nous ont envoyé un devis pour enlever maintenant l'ensemble du parcours sportif. Ils nous proposent un devis de 1 350 €, qui paraît correct. Hein. Il y a 7 agrès enlevés. Voilà, donc je vous propose qu'on adopte cette délibération.
Ça se passe sous forme de subvention à l'ONF. C'est une subvention en fait à l'ONF de 1 350 € pour l'ONF pour enlever le parcours sportif. Pas de questions? Alors, donc, pas d'abstention, vote favorable, merci. J'en profite quand même pour vous dire qu'on n'a pas réglé, enfin on a inscrit au budget, vous savez, des travaux d'aménagement des plages. Il reste quand même un point de réglage. Il faut à nouveau que j'ai la directrice régionale, Jean-François, de l'ONF, parce que vous savez que l'ONF, je crois que je vous l'ai dit, fait un blocage pour qu'on continue le plaquelage des chemins d'accès aux plages, ce qui est un compte, parce que celui qu'on a fait, je ne me rappelle jamais le numéro de la plage, 4. La 4, il est superbe. Bon, alors, ils sont chez eux, et donc nous, on compte les points. Alors, la discussion a porté avec la directrice régionale sur d'autres questions liées à l'ONF, notamment des questions d'échange du terrain, parce que je vous rappelle que une vieille histoire qui date je crois, de Joseph Girard, parce que le parking du casino a été construit sur des terrains de l'ONF que l'ONF n'a jamais donné. Donc la directrice de l'ONF était venue me demander de verser globalement une soupe de 250 000 €. Donc moi je lui ai dit qu'on n'avait pas très trop les moyens. Et donc on essaye de faire un premier réglage parce que en construisant rapidement la digue du Platin, on a empiété sur un terrain qui est géré par l'ONF. Donc on va tenter de faire un échange au moins pour le terrain du Platin pour redonner un peu de rondeur à notre relation avec l'ONF. Et j'ai senti au téléphone que ce n'était pas impossible d'imaginer que le sujet du plaquelage pourrait avancer. S'il n'avance pas suffisamment, on aura peut-être quand même à se reposer des questions nous-mêmes, Bernard, en conseil municipal, sur les moyens qu'on dégageait pour l'aménagement des plages, pour les redéployer, y compris sur la partie forestière, qui pourrait mériter d'avoir des aménagements. En tout cas, ça fait partie des pépites de la commune, donc c'est plutôt intéressant de réfléchir. Sur cette question, on a délibéré. Oui, pardon. Mais ce terrain-là, il n'était pas question d'avoir un échange avec l'ONF? Si. On leur donne un terrain qu'on est propriétaire. On est propriétaire d'un terrain Jarre, dans la forêt Voilà, Jarre. oui, c'est ça. Alors, moi, je pense leur proposer des échanges entre ceux qu'on a consommés, les terrains qu'on a consommés récemment de l'ONF pour le Platin et le terrain de Jarre, parce que c'est récent. Pour la vieille histoire, j'ai plutôt l'intention de ne pas répondre activement à la demande de prescription. Voilà, il y a une forme de prescription. Et à un moment, il ne faut pas venir nous chercher quelque chose Mais le sujet n'est pas simple avec l'ONF, parce qu'ils sont gestionnaires de la dune grise pour une grande partie. Tous les aménagements du secteur boulevard de la Forêt, on va être contraint par leur demande, y compris demande complétée par celle de la DDTM. Voilà. Sujet suivant, on en a délibéré en CAO, Bernard. Pardon, on a soumis au vote, je crois. Je l'ai soumis au vote, oui. Oui, c'était voté. C'était voté. Je veux bien qu'on revote, si vous voulez. Oui, non, mais je pense que... Attribution du marché de travaux pour l'aménagement du parc, lot 1, 2 et 3. Bernard, on sort de la commission. Avec l'agence de Pays de la Loire, nous avons lancé une consultation pour l'aménagement du parc qui tourne sur 3 lots. Un lot VRD qui comprend les terrains de boule, les parkings, l'esplanade d'accueil et de jonction avec le centre-bourg, et je vois intérieur. Un lot d'espace vert qui comprend tous les aménagements paysagers, tout le mobilier urbain qui sera dans le parc. Et un lot skatepark et piste de BMX. 3 lots qui étaient en appel d'offres. Donc on vient réunir la commission d'appel d'offres pour examiner les offres. Donc sur le VRD, il y a 3 entreprises qui ont postulé. Donc l'entreprise Charrier de La Roche-sur-Yon, l'entreprise JB Service d'Aubigny et l'entreprise Eiffage de Saint-Hermine.
avec donc un système de notation qui prenait en compte 40% pour le prix et 60% pour la qualité de la méthode. Celui qui a été mieux noté, l'entreprise qui a été la mieux notée, pardon, c'est Eiffage qui a eu 10 points sur 10. Et en plus, donc, enfin forcément, parce que ça en fait partie, donc avec le meilleur prix à 634 246,40 €. Donc la commission d'appel d'offres vous propose de retenir l'entreprise Eiffage de Saint-Hermine. Pour les espaces verts, à nouveau deux entreprises ont postulé, l'entreprise ID Verdé de Levallois-Perret et l'entreprise Chupin Espace Vert de Saint-Martin-sur-Moine. ID Verdé a obtenu la note de 8,86, donc est venu en premier, avec un prix de 314 205 €. Et on vous propose que ID Verdé puisse être retenu pour ses aménagements d'espaces verts. Là, il y avait un très grand écart de prix avec l'autre entreprise. 113 000. Ouais, je ne sais plus, mais je sais pas. Troisième lot, le skatepark et la piste BMX. Donc là, on a été surpris, mais il n'y a qu'une seule entreprise qui a répondu. Il s'agit de l'entreprise FL Construction, avec un écart de prix supérieur à la prévision de 200 000 à 380 000 € suivant les options. Donc on a décidé, si vous en êtes d'accord, de laisser ce lot infructueux, de relancer la consultation et de voir si à l'issue de la concertation, d'une nouvelle consultation, il faut que nous on revoie notre copie, ce qui est possible aussi. Merci. Voilà. Qui nous conduira, c'est pour ça qu'on était attentifs au calendrier tout à l'heure, à ce conseil municipal le 18 mai, où je pense qu'on verra également plus clair sur cette question. Alors on verra plus clair sur les jeux. Sur les jeux. On en saura peut-être un peu plus sur le skate, et on verra aussi plus clair sur l'enquête publique. Je pense que on devrait être pas très loin du permis d'aménager, Jean-François. Donc on sera dedans. Donc, je pense que ce sera intéressant de faire un point sur cette question. Merci Bernard pour cette présentation en direct de la CAO. Pas de questions complémentaires? Pas d'abstention? Pas de vote contraire? Le rapport est adopté. On en a terminé pour les questions soumises à nos délibérations ce soir. Moi j'ai 4 infos à vous donner. Une qui est indiquée, il s'agit du projet de service balayage mutualisé qui a valu quelques réunions agitées à la Comcom ces derniers jours, puisque, je vous rappelle, on a délibéré sur un service commun de balayage. Vous savez qu'on était en service communautaire de balayage sur les 11 communes. On était les seuls à avoir du balayage communautaire. Donc, il n'était pas envisageable de passer à un service communautaire sur les 44 communes. Il était pourtant envisageable, et on l'a envisagé, puisque le travail a même conduit à délibérer, ainsi que d'autres communes, pour avoir un service commun partagé, qui nous permettait d'aller chercher des prestations et de les payer au fur et à mesure qu'on les achetait. Malheureusement, le bureau et le conseil communautaire, le 29 mars, ont constaté avec regret que les communes ne répondaient pas suffisamment, de manière solidaire, pour qu'un service commun soit sérieusement envisageable. Pour autant, j'ai notamment, moi et Maurice, appuyé pour la situation particulière des communes du littoral, parce que vous imaginez, on pouvait se retrouver dans une situation où il n'y avait plus de service de balayage à la fin du mois d'avril. Donc j'ai obtenu que le service de balayage soit poursuivi jusqu'au 1er octobre prochain. Donc on va passer la saison avec un service de balayage assuré par la communauté de communes. Ce qui va vous rappeler peut-être d'une discussion qu'on a eue au budget primitif, modifier la collecte et l'allocation de compensation, puisqu'il n'y aura pas de collecte
et d'allocation de compensation sur le balayage tant que le service n'est pas revenu aux communes. Donc, je voulais vous donner cette information que j'ai indiquée comme n'étant pas positive dans la solidarité intercommunale, parce que pour le moment, on avait plutôt enclenché des actions de solidarité qui se mettaient en place. Bon, pour autant, il faut être réaliste, ça ne sert à rien de maintenir un service s'il coûte aux contribuables, parce que s'il ne fonctionne pas bien, c'est le contribuable communautaire qui le paiera. Donc, il y a un moment, il faut trouver des solutions. Une des solutions que j'ai proposées cette fois-ci avec Joël Bory, c'est qu'on ait la possibilité d'obtenir de la communauté de communes, non pas un service partagé, mais une consultation. C'est-à-dire, j'ai demandé à la communauté de communes de lancer une consultation d'entreprise, spécialisée dans le service de nettoyage-balayage, et qu'on aurait ainsi, pour ceux qui connaissent un peu le système des marchés publics, qu'on pourrait ainsi retenir par bon de commande. Donc on aurait en fait un marché, j'allais dire commun, sans jeu de mots européen, on aurait un marché partagé possible pour les 44 communes, et à chacun d'entre nous, on aurait un droit de tirage par bon de commande pour faire intervenir en fonction des kilomètres et des contraintes qui sont les nôtres. Et la particularité de nos contraintes de communes littorales ne sont pas celles des communes rétro-littorales, on aurait la possibilité d'agir. Je pense que le travail peut être mené pour le 1er octobre, et on aura donc à ce moment-là le choix à faire, hein, soit d'adhérer à ce service par bon de commande, soit de trouver nous-mêmes nos ressources, notre matériel pour faire face au dispositif de balayage. Oui, Michel. Dans le cas où ça ne fonctionne pas, ils nous redonnent la balayeuse gratuitement. Non, alors... Ils nous l'ont pris gratuitement. Dans la note que j'ai refusée en bureau communautaire, on récupérait l'agent et la machine à sa valeur d'amortissement. J'ai dit hors de question, ça ne peut pas marcher comme ça. En plus, l'agent, il a des problèmes de santé, il n'a pas le permis de poids lourd. Bon. Donc, j'ai indiqué que ça ne se passerait pas comme ça. Donc, si, par contre, on a à faire un retour sur nous-mêmes, c'est-à-dire ne pas avoir d'entreprise, ne pas avoir de services partagés, il faudra sans doute qu'on trouve des moyens pour faire. Mais je le dis le plus tard possible et dans une autre discussion avec la communauté de communes. Moi, j'ai été excessivement positif pour le service commun, y compris, on a été l'une des communes qui a présenté le plus grand nombre de kilomètres. Je crois qu'il y avait Saint-Michel-en-Herbe qui était à 1000, nous on devait être à 985. Donc, vous voyez, on a été contributeur du service commun et on nous plante en avril. Donc, moi, je ne serais pas très facile à peigner sur la mise en œuvre d'un service où on nous demanderait de récupérer le matériel et l'agent. On trouvera d'autres solutions. Du matériel, au pire, ça se loue. Ou ça se rachète dans des conditions qui ne sont pas à la valeur d'amortissement. Oui. Enfin, le matériel racheté, un balayage. Non, mais je parle de... Très bien compris, Michel. Une autre, racheter à d'autres une je ne rachète pas la valeur d'amortissement, mais si on veut me le donner pour s'en débarrasser, c'est un juste on va en retour. discuter. Voilà. Oui, C'est un juste retour. Est-ce qu'on l'a vu? Mais attention, la machine que Jean-Marc utilise est une machine qui a une valeur d'amortissement importante. Bien sûr, elle est récente. Elle est récente. Voilà. La nôtre, elle avait le même à l'époque. Hein. À peu près. On n'a rien vu. À peu près. Voilà la réponse à la question. D'autres questions pour ce point-là? Alors, je vous disais que j'avais 3 points complémentaires. Puisqu'on est sur la communauté de communes, j'ai quand même cette fois-ci une information positive qui nous conduira à délibérer probablement 2 fois, puisqu'on a déjà, nous, délibéré dans une commission locale d'évaluation des charges transférées sur la GEMAPI. Je vous en avais parlé au moment du vote du budget. Donc, je ne suis pas définitif, mais je voulais vous donner l'information. La collecte GEMAPI s'est tenue la semaine dernière, jeudi dernier, je ne me trompe pas, c'était jeudi dernier. Elle rassemble donc l'ensemble des maires qui doivent adopter un rapport de transfert, et le rapport était présenté avec une hypothèse d'un transfert dit classique qui conduisait la commune à un prélèvement de son allocation de compensation, une diminution de son allocation de compensation de 108 386. Vous avez bien entendu, 108 386. En commission, j'ai contesté les chiffres qui étaient présentés dans une dimension technique.
et je le dis puisque le travail a été ajusté ce matin, Jean-François, et on est plutôt aujourd'hui dans une approche technique, non pas à 108 000, mais à 70 000. Avec une zone d'incertitude chez nous qui est forte, on est un peu dans l'archéologie administrative, c'est qu'il y a eu des promesses de subventions en 2009 et 2010, on a les promesses, on n'est pas sûr d'avoir eu l'argent. On n'est pas sûr que la commune, à l'époque, ait réclamé l'argent. Oui, on a bien entendu. 60% de subventions, on n'est pas sûr que les subventions aient été demandées par la commune. Et c'est pour ça qu'on était à 108 000. Donc, moi, j'espère que la commune n'a pas fait que de demander un arrêté, j'espère qu'elle a demandé le versement des subventions de l'État, de la région et du département. Je n'en suis pas certain. C'est un point de vérification qu'on a confié à Jean-François et à Nathalie. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est plutôt, vous me dites que ce n'est pas des bonnes nouvelles. Si, parce que le conseil communautaire, dans sa formation de bureau d'abord, puis dans la CLECT de jeudi dernier, n'a pas adopté ce dispositif. Il a considéré que la commune de la Faute avait... Parce qu'au bout du compte, c'est la commune de la Faute qui était la plus en difficulté par cette CLECT. Je vais vous donner les chiffres. On venait chercher donc une diminution d'allocation de compensation, donc une diminution de nos recettes de fonctionnement de 108 000. 9 000 pour l'Aiguillon, 700 pour Saint-Michel-en-Lerme, pour Saint-Hermine. Et après, je vais passer la liste, mais les communes de Chaillé, La Taillée, Le Gué, l'Île-d'Elle, La Cayerne, La Jadonnière, Chapelle, Témère, Saint-Juir, Nallier, Sainte-Gemme, du Bouillet, entre 200 et 700 euros. Donc sur un total de 123 000 d'allocations de compensation diminuées, il y en avait 108 000 pour la Faute-sur-Mer. Parce que nous avons construit des digues depuis 2010, notamment digue Est, accéléré digue la partie F, digue Ouest avec le Platin, donc on a réalisé des travaux. Là, les maires d'abord, enfin les membres du bureau d'abord et les maires ont unanimement adopté un autre dispositif de transfert de compétences en adoptant unanimement une CLECT jeudi dernier qui ne pénaliserait pas, je préfère utiliser pénaliserait pas, conditionnel, tant que la totalité des délibérations n'ont pas été actées, puisque les 44 communes vont devoir délibérer, nous allons devoir délibérer, le conseil communautaire va délibérer, et nous redélibérerons après. Mais dans l'état actuel de la proposition adoptée à l'unanimité par les maires réunis en CLECT jeudi dernier, la commune ne serait pas impactée pour ces 108 000 euros, alors même qu'elle a transféré au 1er janvier sa dette totale sur les digues. Je rappelle que la dette totale sur les digues, elle est, je vais être très précis, d'1 149. Alors 1 149, elle a diminué ce week-end, 1 149, et là où elle était initialement, elle a été recalculée ce matin, le capital initial que la commune avait emprunté de 2010 à aujourd'hui est de 1 696 000, avec cette zone d'incertitude sur 2009-2010 et cette archéologie qu'il faut reconstituer. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça, c'est donc plutôt une bonne nouvelle qui nous conduira le 18 mai à délibérer pour adopter cette proposition de la CLECT. Un mot, un troisième, donc, sur les procédures devant le juge administratif. J'ai à nouveau le préfet, mais je l'aurai à nouveau, je pense, la semaine prochaine, parce qu'il y a des points sur lesquels j'ai eu également le cabinet du ministre intérieur, et des points qui ne sont pas encore complètement réglés, notamment sur la question de l'appel. Vous savez qu'il y a eu 2 jugements qui sont soumis éventuellement à l'appel pour les premières familles qui ont vu leurs indemnités allouées. Si l'État, et la première question c'est est-ce que l'État se met en rang 1 sur le solidum, je n'ai pas la réponse définitive, mais je suis peut-être un peu plus serein que je ne l'étais, y compris après avoir vu la ministre. La deuxième question c'est est-ce que l'État fait appel? Parce que s'il fait appel, il peut faire appel sur 2 sujets, sur le montant, le quantum, le montant des indemnités, ou sur la répartition. Ce dont je suis à peu près sûr aujourd'hui, c'est que l'État
s'il fait appel, ne fera pas appel sur les quantums, sur les sommes. Il ferait appel sur sa mise en cause. Le ratio de responsabilité. Il a donc son ratio de responsabilité, merci Laurent. Je pense qu'il a un peu de mal à accepter, comme nous, commune victime, comme la SVL, j'ai eu le président de la SVL, que nous soyons embarqués sur des indemnités légitimes, je le répète, mais à la charge des contribuables. Donc s'il y a appel, j'ai maintenant la quasi-certitude, je dis la quasi parce que c'est pas encore, pour ça que j'aurai une route la semaine prochaine, que l'appel ne porterait que sur la répartition des 35, 15 et 50%. Dernier point, toujours un peu dans la même tonalité, c'est dans ma relation amicale avec la SMAC, dont je ne suis pas le correspondant. Je crois que quelqu'un avait écrit une bêtise un jour, je ne sais plus qui, peut-être certains s'en rappellent-ils, sur mon rôle de correspondant de la SMAC. Donc non, je suis comme vous d'ailleurs sociétaire de la SMAC, et vous savez que comme toute société mutuelle qui se respecte, il y a de temps en temps des élections, ça s'appelle la démocratie mutualiste. Et sans malice aucune, j'avais déposé ma candidature. Je vous lis le courrier que j'ai reçu ce matin, recommandé avec réception. Monsieur le maire, cher sociétaire, en déposant votre candidature à l'élection des mandatures mutualistes de SMAC Assurance, vous avez manifesté votre attachement à notre mutuelle, c'est vrai, et au renouvellement de ses instances. Je vous en remercie. Notre appel de candidature a été très largement entendu, bien au-delà des 120 sièges statutairement à pourvoir. Et je me réjouis de ce que nos sociétaires se soient mobilisés pour y répondre. Cela a particulièrement été le cas dans le collège des collectivités territoriales de votre région. C'est pourquoi notre conseil d'administration, à qui revient la responsabilité de constituer la liste, qui sera prochainement proposée au vote de nos sociétaires, conformément à l'article 1.6 de notre règlement intérieur, a été contraint de déterminer des priorités entre les différents profils de candidature qui lui étaient soumis. Déjà, vous pouvez noter qu'il revient au conseil d'administration la responsabilité de constituer la liste qui est soumise à la démocratie. Première observation. Pour ce faire, donc, il a sollicité l'avis de notre commission électorale, laquelle s'est prononcée selon des règles objectives tenant compte de la nécessité d'une représentation géographique équilibrée, d'une féminisation renforcée, d'un rajeunissement et du profil des candidats et d'un ancrage territorial accru, tant public qu'associatif, en rapport avec le positionnement de notre mutuelle sur ces marchés. Mais attends la suite. Après en avoir délibéré, le conseil d'administration a été amené à ne pas retenir votre candidature. Vous comprendrez aisément que le litige qui nous oppose et le conflit d'intérêts induit ne nous permet pas de donner une suite favorable à votre démarche. Je tenais à vous en informer. Ainsi, notre future Assemblée générale devrait être en partie renouvelée et davantage représentative de la diversité de notre société raga. Cela témoigne de la diversité de notre fonctionnement mutualiste. C'est beau la démocratie. Voilà. Je ne fais pas de commentaires à ce stade, mais je pense que j'en ferai le moment venu, notamment en réponse aux nombreux maires qui se sont associés à la commune de La Faute pour contester l'attitude inacceptable de la société mutuelle, ce qui me vaut quelques réactions, celle-là, mais bien d'autres, que j'assume, tout en n'étant pas le représentant de la SMAC dans notre commune. Voilà, c'était le petit trait d'humour, parce qu'il faut aussi en sourire de temps en temps. J'en ai terminé, moi, pour ce qui concerne les questions diverses. J'en ai pas d'autres. Est-ce que vous en avez, vous, chers collègues Michel ? À la déchetterie, dans le temps, on avait des colonnes pour récupérer les textiles. Ça fait plusieurs mois que les colonnes ne sont plus là. Alors, ça a été terminé. Je surprends parce que tu as la réponse. Alors, c'est effectivement, moi, je l'ai vu la dernière fois. c'est un sujet qui traîne depuis 2 ans maintenant, je crois. Je suis intervenu auprès du SMEOM d'abord, puis de la Comcom. Alors, ce qui est très compliqué, c'est que l'entreprise qui s'occupait de ça a fait faillite et que c'est des marchés. Donc c'est soumis à la loi des marchés et pour l'instant ils n'arrivent pas à résoudre le problème. C'est stupide, mais c'est comme ça. J'avais vu en allant en réunion au syndicat du bassin du lait, j'avais vu un jour la Croix-Rouge qui était en train de ramasser des colonnes à Marolles, et je leur ai dit, mais vous pouvez venir à la Faute-sur-Mer ? Bien sûr qu'on peut venir à la Faute-sur-Mer.
Sauf que comme c'est pas nous qui nous en occupons, c'est la Comcom, il y a pour l'instant rien qui avance et je les ai relancés plusieurs fois à ce sujet-là. Mais où je comprends pas quand même, c'est qu'il y a grue, il y a la colonne, elle marche toujours, et c'est le relais. Bon, Il semble que la grue fait partie de la colonne. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Hein, on va regarder ça, Michel et Bernard, parce que moi j'ai en même temps, je ne sais à quelle occasion, à la maison, à titre personnel, on a fait venir, je crois, le Secours catholique ou je ne sais quelle structure, le Secours populaire, et ils m'ont dit, on est embêté parce que vous faites de la collecte dans vos déchetteries et ça fait concurrence. Alors c'était très surprenant. C'est un truc. Ah non, il n'y a pas de collecte, puisqu'on met ça dans les veines. Non mais c'était une réaction du Secours populaire, donc si tu veux, qui considérait qu'il y avait une part du marché qui échappait par le fait qu'il y ait des colonnes. Et moi j'avais plutôt le souvenir d'une concurrence de marché, effectivement. Bon, on regarde ça avec la Comcom. D'autres questions? D'autant que, pour la petite histoire, c'est que quand on était au relais, il y a eu un recours d'une société suisse, si je me rappelle bien, qui était demandé à reprendre la place du relais parce qu'il n'avait aucune légitimité. Et eux, maintenant, ils ont fait faillite, on n'arrive plus à récupérer le relais qu'on avait. Oui, c'est un truc bête. On demandera ça à Jeanne lors d'une prochaine commission, peut-être. On en termine pour la séance entre nous. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? On peut y répondre? Oui. Juste à titre personnel, donc nous on a eu besoin, eux aussi, comme tout le monde, et il y a une colonne qui est au centre de contrôle technique auto. Moi je l'utilise comme ça, Moi je le mets avec eux quand je pense. mais c'est un peu stupide quand même. C'est un peu surprenant surtout. Je continue à les porter. Allez-y. Moi, je voulais savoir si on pouvait avoir une réflexion au niveau de l'office de tourisme. Vous avez, et c'est bien, pas mal de camping-cars. Ouais. Quand c'est complet, les camping-cars qui reculent font un embouteillage terrible à ce rond-point. Est-ce qu'il serait possible de réfléchir à cet endroit-là? Parce qu'on est hors saison, il y a déjà l'embouteillage. Alors, dans 2 mois, ça va être une catastrophe. Alors, Bernard, mais Jean-François, puisqu'on est en séance privée maintenant, peut répondre. Oui. C'est une question qu'on a abordée à plusieurs reprises en bureau, parce qu'on a constaté des dysfonctionnements. Ce que vous dites est vrai, d'une part quand il y a du monde, mais en plus quand il y a un bug. Quelqu'un qui a un souci de carte. Alors, Jean-François. Du coup, ce qui est proposé par la société qui est gestionnaire, c'est de faire une présignalisation pour indiquer qu'il est complet. Voilà. En s'appuyant en fait, et du coup de faire un renvoi sur le deuxième site, par défaut, c'est-à-dire en fait un affichage qui indiquerait le niveau de remplissage de celui-ci, le niveau de remplissage de celui de la porte des Amourettes, et de façon à ce qu'ils soient connectés les uns avec les autres. Donc c'était prévu pour la saison 2018. On vient de solutionner les problèmes techniques, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les derniers week-ends, l'aire de camping-car, sur la partie numérique, elle déconne un petit peu. Donc du coup là on repart pour faire une proposition financière sur l'installation de ce projet-là. Donc logiquement pour cette année, en tout cas pour la saison 2018, il y aura une pré-signalisation au niveau de l'office de tourisme à peu près, au niveau du totem, pour que les camping-cars ne s'engagent pas quand il est complet. Voilà. Et puis également, quand même, je vais vous dire, dès qu'il y a une voiture, vous voyez, vous rentrez donc, et vous avez l'office de tourisme, quand vous voulez braquer, la place qu'il y a, s'il y a une voiture qui est là, vous avez votre pneu qui monte sur... Alors là, ça esquinte tout. Hein. Franchement, c'est pas du bon boulot. Ça. Alors, on l'a tourné un petit peu dans tous les sens, je ne vous le cache pas, l'aire de camping-car, pour essayer de faire une entrée par l'autre côté. Oui. Parce qu'au début, on voulait changer le sens de circulation. Le problème qu'on rencontre, c'est que la forme qu'à la sortie de la rue des Pressalés, à cet endroit-là, fait que tous les véhicules qui arrivent, entre guillemets, de l'Aiguillon, donc de Luçon, donc de La Rochelle, donc de Poitiers, donc de la 83, entre guillemets, ne peuvent pas tourner sur le camping-car, sont obligés de faire le tour du rond-point, à ce moment-là de TDA, donc anciennement TDA, pour pouvoir revenir dans un sens où ils ont accès. À ce moment-là, ça veut dire qu'ils ferment la rue, en totalité, puisqu'il se tourne à gauche, et qu'ils bloquent dans les deux sens. Donc la solution qui nous semblait au départ intéressante, il s'est avéré qu'elle posait pas mal de problèmes. Donc, il restait d'exproprier en fait la maison du coin, mais voilà. J'imagine que pas propriétaire, ça nous a pas amusé spécialement d'être exproprié pour faire tourner les véhicules à gauche. Donc du coup on a un peu abandonné l'idée de pouvoir faire tourner le site dans l'autre sens. On est resté sur cette idée-là.
Il reste la solution de la voiture qui est garée au premier stationnement. C'est vrai que quand il y a une voiture qui est stationnée ici, c'est difficile de tourner, je ne me le cache pas. Ah bah de toute façon, on monte Donc, sur le trottoir, il y a vraiment quelque chose. Si on a à nouveau des contraintes, ça nous conduira à supprimer une place de stationnement. On essaye de ne pas faire pour le moment. Bah oui, je Parce comprends. qu'il y a un peu de pression. Il y en Enfin, a bon. eu beaucoup. Je pense que quand le parc sera aménagé et les habitudes sont en train de se reprendre, je pense que ça changera un peu. Puisque vous abordez la question de l'aire de camping-car, moi j'ai constaté un petit dysfonctionnement qui n'est pas grave, mais qui peut se réguler sur l'aire de camping-car. J'ai oublié d'en parler, j'en parle rapidement. C'est qu'il y a un certain nombre de camping-caristes qui prennent le tourne à gauche avant d'entrer. Donc il faudrait sur le petit parking, et ils se retrouvent là aux Amourettes, sur le parking des Amourettes, et ils se retrouvent là quand il n'y a personne, ça va l'hiver, mais cet été il faudrait à mon avis une pré-signalisation leur indiquant que l'entrée n'est pas à 20 mètres, elle est à 60 mètres, parce qu'on a des petits soucis de blocage. Une petite précinisation, s'il te plaît. Merci. Moi, je voulais demander tout à l'heure, on paye combien la SMAC par an d'assurance? Alors, je veux dire de mémoire, 38 000 €. Oui. J'ai même été jusqu'à, encore de la malice, compter en euros constants les sommes que la commune avait payées depuis 1989. Donc je pense qu'on est autour de 700 000 €. Sur 36 000 communes, je pense que 2 millions d'euros doivent leur faire trop mal quand même. Voilà. Mais enfin, ils ont déjà beaucoup dépensé, hein, je vous rappelle. Oui, mais je le répète, le rôle des assurances, c'est pas de payer les avocats, c'est d'indemniser les victimes. Quand la SMAC me répond, on a déjà beaucoup payé, je dis oui, vous n'êtes pas obligé de payer les avocats, surtout les vôtres. Parce que, accessoirement, ils payent des avocats pour faire en sorte de ne pas payer des indemnités pas à la commune, mais à celles et ceux qui ont souffert de Xynthia. Voilà. Des questions? Oui. Où en est l'affaire de la limitation des poids lourds à plus de 7,5 tonnes sur le pont? Il y a eu une motion qui a été transmise au préfet, est-ce que tu as une réponse? Alors, non, c'est pas le préfet. C'est le département, mais pas toujours le préfet. Hein. Parce que j'ai dit à mes collègues qui voulaient voter une motion pour les 80 à l'heure. Voilà, je leur ai dit, moi je suis prêt à voter la motion pour les 80 à l'heure, à condition qu'en même temps qu'on alerte le préfet, le ministre, on demande au président du conseil départemental d'améliorer les routes départementales. Parce que je vous rappelle que dans notre secteur, on est le seul secteur de la Vendée à ne pas avoir une 2 fois 2 voies départementales. Parce que les 2 fois 2 voies départementales vont rouler à 110. Hein. Nous, on sera à 80. Donc, pirouette. Le conseil départemental est saisi de notre motion. On a à plusieurs reprises, les uns et les autres, interpellé les élus. Moi, je l'ai fait directement auprès de nos 2 conseillers départementaux, qui ne sont pas fiers à la réponse. Voilà. Donc, on est encore demain conseil portuaire. On ne manquera pas de demander à Marcel Gauduchot ce qu'il en est. Surtout que 12 tonnes, c'est si limite à 12 tonnes, les camions de livraison ils peuvent passer. C'est qu'à 7,5 tonnes, les camions de livraison ne passent pas du tout. À 12 tonnes, ils passent, à 7,5 tonnes, ils passent pas. Très objectivement, vous connaissez l'histoire, je vous l'ai déjà racontée. Elle vient d'une histoire un peu compliquée sur la route de Grue à l'Aiguillon, qui a mal tourné, qui s'est envenimée, et puis voilà, on est un peu en situation d'un monde de la farce. Alors en plus, moi je le dis, je trouve, enfin, quand je vois le panneau, je ne souris pas là, parce que c'est, sauf les bus qui sont départementaux, enfin il y a un moment, Il faut peut-être 5. ça montre que ce qui est possible pour les uns doit l'être pour les autres. D'ailleurs, J'ai j'ai le pas de respect pour les on a le autres. droit de les mettre en danger, parce que j'en ai parlé au sous-préfet. Le sous-préfet l'a dit, c'est vraiment un problème, une question technique, de fragilité technique. Il y a eu des contrôles techniques de faire sur la fragilité du pont. J'ai dit, ça m'étonne un petit peu pour un ouvrage qui date quand même de 55 ans. En tant qu'ingénieur TP, ça m'a un petit peu étonné. Mais bon, acceptons-en l'augure. Mais si c'est ça, on ne met pas les enfants en danger à ce moment-là. Alors, cette exception est vraiment choquante. Mais c'est compliqué parce que je pense que je pense tout à fait entre nous, parce qu'on l'a vu fonctionner. Hein. Le conseil départemental s'est appuyé sur une position qui est celle des élus de l'Aiguillon. Et une fois qu'ils ont eu des élus qui ont dit nous on souhaite que ce soit limité pour éviter d'être traversé par des transports, ils se sont dit super, on a une équipe municipale qui est pour. Nous on a voté, on a écrit contre. Hein. Donc ça va être un petit peu dur faudrait que je
on arrive à renverser la table à l'Aiguillon, c'est assez bon. Mais les livreurs, ils n'ont pas trop peur des gendarmes. Oui, parce Ils ont que- raison de ne pas avoir trop Ouais. peur des gendarmes. Mais Les par gendarmes contre, sont sympas. ils ont un peu peur quand même du policier municipal de l'Aiguillon, quoi. Oui. Enfin, ils vont pas se- Le pitbull, là. Ce n'est pas au pied du tout. Avec, il se Ah, le pitbull, il va pas de télo, hein. S'il voit un camion passer les ponts, il ne va pas faire de télo. On va mettre ça. Ouais. Voilà. Mais je regarderai ça de près parce que pour vérifier si Qu'il passe, la il va police assez vite. municipale est compétente pour dresser des PV sur une route départementale et sur une réglementation départementale. Je n'en suis pas certain. Ce qui passe, c'est Je vais vérifier ça. il passe, hein, les Tu gars. vérifies, mais normalement, oui. Vous le notez, Michel? 7h du matin ici. C'est super. Ok. Pas d'autres questions, Bernard? Juste une petite information sur cette exposition qui est là. C'est un travail qui a été mené par les institutrices, par l'école, par les enfants, sur la géographie, sur les cartes, sur les mathématiques, sur l'échelle. Et donc ils ont en plus photographié un certain nombre de maisons symboliques de la Faute-sur-Mer, des villas, mais aussi des anciens commerces, hein, la boucherie, la charcuterie. Et ils ont fait ce travail-là. C'est, je trouve, un très beau travail pour une équipe enseignante et pour des enfants. Alors en même temps, je ne l'ai pas dit tout à l'heure au moment de la commission d'appel d'offres, mais Léane, le souffle d'oreille, au conseil de classe, il y a le conseil d'école la dernière fois, on a abordé la question du parc. Et lorsqu'on aura vu les projets des entreprises qui vont soumissionner, on a ouvert l'idée qu'on montrerait aux enfants de l'école les projets pour qu'ils fassent partie. Enfin, on ne va pas les mettre en situation de choisir, mais qu'on puisse être attentif à la manière dont ils réagissent. Et pour votre info, puisque la commission d'enquête, le commissaire enquêteur est là, les enfants viennent me voir mercredi à 9h15 pour savoir ce que c'est qu'une enquête publique pour l'aménagement d'un parc qui les intéresse au premier chef, puisque là ils sont enfants, c'est plutôt les jeux d'enfants qui les intéressent, mais quand ils seront ados, ce sera le parc, le skatepark, et quand ils seront un peu plus âgés, ce sera la pétanque. Et puis dans le conseil d'école, cette année est inscrite la citoyenneté. Donc on s'en était parlé au conseil d'école et on s'était dit que du coup la citoyenneté, une enquête publique, c'est vraiment un geste de citoyenneté. C'était une bonne occasion de faire venir les enfants pour venir expliquer le commissaire enquêteur de son rôle et du projet. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de lever la séance, de vous remercier et de vous donner rendez-vous donc pour un conseil municipal le 18 mai à 18h. Bonne soirée.